Bonjour à tous, rebonjour, puisque tout à l'heure vous venez de terminer une intervention sur Amazon et nous allons faire un cap un petit peu différent. On va parler RSE cet après-midi, donc en compagnie de Céline Puff-Hardy-Juilly. Bravo, voilà, merci Anne-Marie. je me suis entraînée. Alors, c'est une personne, vous allez voir le profil aussi, et comme on l'a fait depuis plusieurs interviews un peu atypiques, donc elle a repris ses études un peu après 40 ans pour compléter sa première formation, qui était une maîtrise en finance, marketing et économie-industrie. Et puis, elle valide, en fait, en 2011, un Master 2 de développement durable et des organisations à Dauphine. Alors, c'est une communicante entrepreneur, on va le voir. Céline, vous vous définissez comme une influenceuse un poil indignée, et vous nous direz pourquoi. Et vous allez le comprendre. Votre credo, intégrer les enjeux du développement durable, dont vous n'avez de cesse de vouloir en comprendre tous les mécanismes et agir. Vous avez publié un ouvrage le 14 avril dernier aux éditions du Node, l'entreprise contributive. Vous l'avez co-rédigé avec Fabrice Bonifay, qui est directeur du développement durable chez Bouygues depuis 31 ans et qui est également président du collège des directeurs du développement durable depuis 13 ans. Alors, c'est un manifeste un peu engagé, on va dire, mais peut-être le contexte, voilà, vous y est un petit peu obligé à prendre la parole sous format d'un écrit. Ce sont des pistes concrètes avec des exemples, c'est très illustré, pour redéfinir une politique contributive globale, positive des entreprises à la société dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, Céline, vous êtes partenaire et dirigeante au sein de Look Sharp, qui est une agence de relations presse et publiques. Et d'ailleurs, comment atterrit-on maintenant dans les relations presse, dans les relations publiques? Parce que c'était pas tout à fait le postulat de départ, hein, c'était pas trop dans le scope. C'était pas la trajectoire visée. Contrairement aux étudiants de Sub de Pub qui nous regardent, moi j'y avais pas pensé au cours de mes études. Je voulais travailler dans les poubelles, donc voilà. Mais aujourd'hui, à force de bifurcation, j'y suis revenue avec délice. Donc non, au départ, je suis arrivée dans une école de commerce un petit peu par hasard. C'était avant l'ère d'Internet. C'était un petit peu difficile de s'orienter en ce temps-là. On allait au CDI, un truc de fou, et au salon de l'étudiant. Donc vraiment, je n'ai jamais vu la lumière en me disant je vais faire ça. Et je peux vous dire que je suis arrivée, je travaillais dans un hôtel aux États-Unis, c'était mon premier poste après mon école de commerce, donc ça m'a appris le service client, l'anglais déjà aussi, et une certaine forme de relation publique. Et je souhaitais partir en Angleterre à l'époque, et quelqu'un m'a dit, il y a telle boîte qui se monte en Angleterre. C'était une filiale de Chambouic. Donc je suis arrivée premier jour sans savoir ce que j'allais faire. Je sais pas si ça peut encore exister aujourd'hui, si, mais c'est voilà. Donc c'était 95, 96, j'arrive en Angleterre premier jour. Et je découvre ce que c'est que les relations publiques à l'anglo-saxonne. J'y suis restée 4 ans, c'était très formateur, beaucoup de l'apprentissage de la curiosité, de l'ouverture sur le monde, de se poser sans cesse la question de la place de son client dans la société, dans l'économie. Alors c'était pas des sujets de développement durable à l'époque, moi j'ai fait plus de 14 ans de RP dans les sujets tech, donc beaucoup de tech, beaucoup de B2B, mais néanmoins c'était quand même des sujets de transition. La technologie a bouleversé nos vies et c'était très formateur dans ce sens. Cependant, j'ai voulu revenir vers des sujets développement durable parce que dans mes premières études, la fin comme vous l'aviez dit, la fin de mon école de commerce, c'était éco-industrie, donc finance, marketing, éco-industrie, et j'avais vraiment envie de revenir vers ces sujets. J'ai vécu le début du greenwashing dans les sujets tech. J'ai voulu me former pour apporter un réel conseil aux clients. J'ai vu qu'il y avait une opportunité d'être
un peu en position de guide, de décryptage sur ces sujets, mais j'ai réalisé qu'il fallait beaucoup plus que des convictions, il fallait acquérir des compétences, donc il faut vraiment à un moment donné se poser et se dire bon, moi j'ai une envie, j'ai une intuition, j'ai des convictions, des valeurs intérieures, mais qu'est-ce que ça vaut ça si c'est pour guider mon client? En fait, ça vaut pas grand-chose. Donc, il faut vraiment aller chercher les compétences, la compréhension des enjeux, et ensuite les traduire pour ses clients. Donc, c'est ce que j'ai fait pour être crédible à l'école. Aussi. Pour être crédible, pour être force de proposition et apporter de la valeur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, pour l'avoir vécu, j'ai bien vu l'effet que ça pouvait avoir, de toujours chercher à se former, à se remettre en question et à être capable de challenger son brief client et finalement de l'apporter encore ailleurs avec encore plus de fond. Et ça, c'est très recherché. Et je pense que c'est pour nos métiers de communication, c'est un avantage énorme. Et du coup, le livre, c'était finalement le passage incontournable ou complémentaire pour exprimer votre engagement, réveiller aussi les consciences par rapport à ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire, voilà, vous êtes formé, vous aviez des convictions, mais vous avez souhaité les approfondir en vous formant. Oui. Et donc, le livre, aujourd'hui, c'était le passage obligé? Ouais, alors, je ne sais pas si c'était obligé. Il y a plein de gens qui font valoir leurs convictions et leur travail et leur façon d'apporter quelque chose à la société globalement de plein de façons. Hein. Franchement, il y a des gens qui sont dans l'associatif, il y a des gens qui apportent leurs compétences ailleurs. C'est un petit peu une itinérance, ce livre. C'est aussi une rencontre, puisque à l'occasion de mes études, j'ai rencontré mon co-auteur qui, lui, donnait des cours à Dauphine sur les modèles d'affaires. Donc, on a beaucoup discuté sur ces sujets. C'était une des personnes inspirantes que j'avais rencontrées à l'époque, parmi beaucoup de personnes inspirantes. Mais on a continué ces discussions. Il se trouve que lui, alors, il n'est pas directeur développement durable de Bouygues depuis 31 ans, mais il est dans cette grande maison depuis 31 ans. Il a certainement évolué. Et pareil pour le Collège des directeurs du développement durable. Mais en fait, lui, il est côté grandes entreprises, avec, quand on veut faire bouger une grande entreprise, il faut beaucoup de conviction, mais aussi beaucoup de compétences, et aussi beaucoup de diplomatie, et de politique, et de patience, et des choses que moi, j'ai pas toujours. Hein. C'est pour ça que moi, je suis un poil énervée, comme... mais en même temps, lui démontre qu'on peut faire bifurquer un paquebot, et il met aussi cette compétence, cette capacité à faire cela au service d'autres de collègues finalement, parce que le Collège des directeurs du développement durable, c'est des tas de collègues à lui dans d'autres secteurs, et c'est pour faire vraiment évoluer ce métier depuis un rôle de compliance vers un rôle de transformation, d'innovation, d'accompagnement du client. Et moi, de mon côté, je suis communicante, je me suis formée à ces sujets, je suis entrepreneur, et mes clients sont plutôt des ETI, des startups. On a beaucoup de startups, on adore les entrepreneurs, on croit dans l'entrepreneuriat pour un monde meilleur. Finalement, il y a plein de pousses qui réinventent, qui challengent, qui travaillent vraiment avec les grandes entreprises pour les aider à bifurquer. Parfois, c'est le petit chien qui leur mord le mollet et qui leur montre qu'on peut faire autrement, et parfois, c'est leur chien d'aveugle qui les guide vers autre chose. Donc, moi, je suis de ce côté des petites boîtes, et donc j'ai d'autres compétences qui nous servent en RP, l'agilité, l'opportunisme, pousser des sujets très, très, très en phase avec les attentes sociétales. Donc, en échangeant avec toutes ces discussions, finalement, on a parlé de faire un bouquin. On s'est dit, on a plein d'exemples, on a envie de les mettre en lumière, parce que notre credo, c'est qu'on va faire envie, en montrant qu'on peut faire du business autrement, et que c'est possible, et que c'est profitable. On met des exemples, on essaye d'en tirer une méthode, certes un peu empirique, mais néanmoins une méthode, et on essaye de faire envie. Mais avant de faire le livre, on a fait un blog pour récolter des contributions. Parce qu'on s'est dit, entreprise contributive, il faut faire contribuer les gens. Et de même, si on a la chance d'être lu, on aimerait bien récolter des avis. Le blog reste en ligne, on aimerait continuer à le faire vivre, parce que ça, c'est pas
c'était incroyablement difficile de mettre un point final. Hein. C'est l'éditeur qui nous a donné un petit coup de « Ça suffit, rendez-nous le truc !» Merci Duno, merci Chloé. Je fais un merci direct à mon éditrice. Donc voilà, donc c'est un chemin. En fait, ce chemin, c'est aussi donner de la visibilité aux acteurs du changement. Qui sont-ils en fait, finalement, aujourd'hui, ces acteurs du changement? On en parle beaucoup, mais... Comment on peut les identifier? Qui sont-ils réellement? Alors, si on essaye de revenir à la définition que nous, on donne de l'entreprise contributive, c'est l'entreprise qui contribue positivement à la société, mais c'est pas l'entreprise qui prend la RSE au sens compliance du terme, c'est-à-dire d'être vraiment de respecter toutes les normes, etc. Ça, c'est la base, c'est la base, c'est la base. En revanche, si vous faites réellement un audit de vos externalités négatives, comme on dit techniquement, et que vous êtes dans une démarche RSE, vous ne pouvez pas ne pas voir qu'il va falloir faire un sacré gap pour répondre aux attentes sociétales telles qu'elles sont là maintenant. Les signaux faibles ne sont plus faibles, ils sont extrêmement forts. La confiance est exigée du côté du consommateur, du côté du fournisseur, du côté du salarié. Le climat ne peut pas envoyer des signaux plus forts. Un jour, les scientifiques du GIEC seront accusés de ne pas avoir été assez alarmistes. Donc maintenant, l'entreprise a un réel intérêt à survivre. Nous, on table là-dessus sur son réel intérêt à survivre et sur sa flexibilité pour y aller plus vite que le politique, certainement plus vite que le législatif. Et donc, c'est un peu un postulat. L'entreprise va y aller. Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui savent pertinemment qu'il va falloir changer les choses, mais ils ne savent pas comment. Donc, on essaye maintenant, on se dit, bon, on n'est pas là pour convaincre ceux qui, par exemple, trouvent que la crise de la Covid est une énième excuse pour ne pas s'y mettre. Ces gens-là, on ne va pas les convaincre, c'est les suiveurs. Dans tous les communicants le savent bien, il y a les early adopters et puis il y a les suiveurs. Les early adopters, c'est ceux qui ont vu tous les signaux et qui se disent, il y a une opportunité à y aller. Alors, je suis pas là à compter quel va être le ROI de ma RSE, je suis là à me dire comment j'y vais pour être le premier, avoir une prime aux premières entreprises qui vont avoir réussi à modifier leur modèle d'affaires en s'alignant avec les faits scientifiques qui sont on ne peut plus clairs aujourd'hui, les ressources limitées, le besoin de sobriété, et c'est pas un gros mot de dire qu'on va peut-être vendre de la sobriété demain. Alors, vous avez 4 oiseaux qui sont dans un blason que l'on va voir à l'écran. Vous avez opté pour le colibri, la colombe, le phénix et le dindon. Alors, vous allez nous expliquer ce blason que vous avez imaginé. Voilà. Pourquoi vous avez, justement, pour ces entreprises contributives, utilisé ces références. Oui. Le colibri. Alors déjà, désolée pour la patte de la dessinatrice, parce qu'on a finalement, pour des complications que je ne vais pas vous expliquer, c'est moi qui ai fait les dessins. Donc, le colibri, parce que chacun fait sa part. Et l'entreprise aussi doit faire sa part. Le fait de toujours tout remettre aussi sur le consommateur, finalement l'entreprise met des services ou des produits sur le marché, puis c'est le consommateur qui va être en charge d'être modeste dans son utilisation. Bon, c'est un petit peu abusé, comme on dit, de la part de l'entreprise. L'entreprise aussi doit faire sa part de transformation pour transformer, pour aller vers une société plus désirable. Donc ça, c'est le colibri, faire sa part. Se réinventer parce qu'il va falloir changer ses modèles d'affaires. Passer à l'économie circulaire, passer à l'économie d'usage. On va arrêter de vendre des trucs qui se cassent le lendemain, mais vendre des choses réparables. Donc ça nécessite de changer ses chaînes de production, d'approvisionnement, sa relation avec ses fournisseurs. Et c'est pas simple et ça prend un petit peu de temps. Mais ça c'est ce qu'on appelle la réinvention. On est dans l'obsolescence programmée aussi, j'imagine. Voilà, donc répondre à l'obsolescence programmée, y compris des services, des usages, etc., est évidemment fait partie du design, du redesign de ces produits, de ces services. Pour la paix, parce que les sujets climatiques sont intimement liés aux sujets sociétaux et sociaux. Quand on a fait une fresque du climat, et donc petite pub pour la fresque du climat et Cédric Greenenbach qui l'a créée avec toute son équipe, quand on fait une fresque du climat, on se rend compte que tous les sujets climat sont interdépendants, et au bout,
Au bout, il y a les migrants, les famines, les guerres. Et c'est pas de la science-fiction, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et la paix, c'est aussi la paix sociale. Les Gilets jaunes, c'est un début de crise climat quand on a voulu, maladroitement certainement, donc c'est une question de communication aussi, mais parler de l'énergie qui aujourd'hui n'est pas à son prix réel, en tout cas pas au prix auquel il faudrait qu'elle soit pour qu'on ait des incitations à moins l'utiliser. Donc là, on a voulu coller une taxe un petit peu malvenue et si on n'accompagne pas très fortement cette transition, forcément, les gens qui ont le moins de pouvoir d'achat vont être les premiers à en souffrir et c'est quand même l'opposé de l'ambition. Donc la paix, voilà, œuvrer pour la paix. Et le dernier, c'est avoir les pieds sur terre. Donc ça, c'est le dindon. C'est mon mari qui a cette super idée du dindon. Parce que le dindon ne s'envole pas, mais il a les pieds sur terre. On parle de faire du business. On ne parle pas dans l'entreprise contributive d'entreprises subventionnées, d'entreprises dont les modèles seraient non pérennes. On a essayé vraiment de prendre des modèles, des exemples où on s'est dit là, ça tient la route. Il y a une logique d'offre et de demande et ce produit ou ce service a trouvé sa place ou va trouver sa place parce qu'on a des exemples très établis et des exemples tout neufs. Donc c'est un pari certes, mais le fait d'avoir un modèle d'affaires peut-être modifié, changé, tordu, mais néanmoins qui rapporte, c'est une condition de survie aussi. Et donc, en fait, on ne peut pas faire de politique de l'autruche. Voilà, donc ça, c'est l'oiseau qui n'est pas dans le blason, c'est l'autruche, parce que c'est le refus du déni, c'est le courage d'affronter des renoncements, parce que quand on change ses modèles, on renonce à des choses, on peut renoncer à des substances, à des procédés, à des façons de faire. Ça peut être renoncer à des importations qui n'ont aucun sens, ça peut être renoncer à des pratiques salariales, ça peut être renoncer à des écarts de salaire incroyables. Enfin, c'est des renoncements dans toutes ces pratiques à 360 et ça, donc, l'autruche ne peut pas faire. Alors, comment vous faites pour convaincre en fait les entreprises, leur faire prendre conscience en fait tous ces clients que vous rencontrez, ces enjeux sociétaux actuels auxquels on est confronté? Est-ce que ces entreprises, elles n'opposent pas quelque part un petit peu elles n'ont pas une petite réticence aussi parce que derrière, il y a une volonté aussi d'être toujours rentable? Et est-ce que du coup, la rentabilité ne s'oppose-t-elle pas parfois aussi de façon assez brutale qui est la réalité, bien sûr, avec le développement durable, la RSE, être un modèle? Alors, il y a toute une catégorie d'entreprises encore très 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 cyniques ou alors dont la gouvernance ou dont les modes de financement ne permettent pas, peut-être que leurs dirigeants ont conscience ou peut-être que des collaborateurs ont conscience, mais elles ne sont pas encore dans ce mouvement. Elles subissent de très gros chamboulement, il y a des mouvements d'émissions massifs, les signaux donnés par ses propres collaborateurs, c'est quand même fort quand on a plein de gens qui font des burn-out, des démissions qui sont pas en accord avec... c'est quand même dur d'être citoyen à l'extérieur et de poser son costume de citoyen devant sa boîte et de dire bah là je deviens cynique avec ma boîte. Enfin, c'est des choses qui sont... même en tant que personne... ayant déjà bossé 25 ans, c'est très dur. Un jeune aujourd'hui, enfin le mouvement pour un réveil écologique, c'est ça, c'est des jeunes qui disent ouais, nous, on ne cautionne pas ça, donc on n'y va pas, donc c'est très courageux. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés. Donc en gros, ces boîtes-là, cyniques, à la limite, je les classe parmi les suiveurs. Donc, mais ça peut pas durer non plus, parce que même leurs investisseurs, à un moment donné, dans les risques d'investissement, vont voir que les modèles ne sont pas pérennes. Alors aujourd'hui, c'est encore les progressions à 2 chiffres qui font foi, mais à un moment donné, sobriété, c'est aussi dans les retours sur investissement. Et nous ne nions pas qu'investir d'être dans ces transformations, ça coûte quelque chose. Je discutais encore avec l'un de mes clients qui est Maison du Monde, qui m'expliquait que bien sûr, et c'est normal, et j'ai envie de dire encore heureux, ça coûte cher d'aller investiguer, inspecter, contrôler et être certain de toute
l'éthique, la transparence et l'origine de ses produits, de sa chaîne de valeur. Donc ça, bien sûr qu'il y a un coût et c'est normal. Et finalement, le collaborateur, il l'entend, le client aussi peut l'entendre. Je pense que tout le monde a compris la démarche de Nicolas Chaban avec C'est qui le patron, que oui, peut-être qu'un beurre va coûter 10 centimes de plus, si pour autant on a compris que c'était pour que l'agriculteur, l'éleveur soit rémunéré pour son travail. Donc, quelque part, c'est une question de transparence, encore une fois, de communication, d'expliquer que peut-être aujourd'hui, il y a des coûts qui ne sont pas mis en avant, et s'ils étaient mis en avant, seraient compris, et on se dirait « Ah oui, bah oui, mais là, il y a une logique directe entre un t-shirt à 2 € et le chômage total et plus aucune filature en France. » Il y a peut-être une logique. Et si on réussit à expliquer tout ça, certains s'y emploient. Et voilà, c'est ce genre d'acteurs qu'on veut mettre en avant, les acteurs courageux et du coup qui ont besoin d'une bonne communication pour expliquer avec pédagogie tout ce que ça implique de se mettre sur une autre voie. Et ça n'est pas juste savoir trier ses déchets. Ah non, alors là, oui, lancez-moi là-dessus. Voilà, donc le greenwashing, enfin voilà, il y a c'est pas forcément du greenwashing de bien trier ses déchets. Voilà, le problème, c'est il y a des échelles il y a des échelles d'impact, et de faire croire ou de laisser croire que quand on trie ou qu'on fait, voilà, c'est très bien de trier, que ses collaborateurs viennent à vélo et c'est vraiment très bien. Mais est-ce que c'est l'échelle d'impact de l'entreprise et est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'elle doit faire pour être plus responsable dans son domaine? Par exemple, si elle devait se dire, bon, moi je fais des fringues ou moi je fais des yaourts, et pour être le best in class de mon secteur, si je veux être l'entreprise la plus responsable qui fait des fringues ou des yaourts, est-ce que je dois trier les déchets de la cantine de mes salariés ou est-ce que je dois revoir mes chaînes d'approvisionnement? Je pense que la question, elle est vite répondue, comme on dit joliment. Donc en fait, c'est une question d'échelle, et de communiquer sur ces échelles, c'est aussi une question de transparence. Si vous dites, j'ai une magnifique initiative, je recycle certains de mes plastiques pour en faire des jolies ceintures, c'est bien, mais c'est anecdotique. Alors là, on a un petit retour son. C'est les joies du direct, on va dire. On a un petit retour son en accompagnement musical qui n'était pas du tout prévu. Ah mais j'adore. Mais c'est plutôt sympathique. Donc, tant qu'on nous demande merci pas de beaucoup. chorégraphie. Voilà. Voilà. Non, on va pas se lancer dedans. Mais voilà, c'est les joies du direct et c'est plutôt sympa. Alors aussi, voilà, Petit intermède. C'est pour éviter le greenwashing, mettez-vous dans les échelles d'impact réel. Ne restez pas dans l'anecdotique. Et pour ça, il faut connaître les échelles d'impact réel de votre entreprise dans son secteur. Donc pour ça, il faut se renseigner. C'est ça. Voilà. Et quand on accompagne les entreprises, voilà, enfin vous donnez beaucoup d'exemples, mais il y a quand même un maillon qui est important, c'est le management. Et ça doit enfin, quels sont vos conseils là-dessus? Comment on accompagne une entreprise qui décide de rentrer un peu dans cette transformation? Parce qu'elle en a pris conscience et des enjeux et pour ses salariés et pour la planète et puis pour le reste. Et comment on accompagne réellement une entreprise, parce que ça peut être aussi tentaculaire pour certaines entreprises. Certainement. Alors pour préciser, je ne fais pas d'accompagnement au management. C'est des gros chantiers d'accompagnement au changement, évidemment, et il y a des tas de spécialistes là-dedans. Moi, je suis dans la communication. Néanmoins, quand on a travaillé sur ce sujet, on a étudier, regarder ce qui se passait chez des, justement, best in class. Et on s'est aperçu qu'il y a plusieurs points communs dans les managements qui sont positifs et qui apportent des résultats positifs. Déjà, le manager est déjà convaincu. C'est bien que les collaborateurs se soudent et arrivent en disant on a des revendications, on pense qu'on pourrait faire autrement, etc. Et c'est indispensable. Mais si là-haut, c'est pas du tout d'actualité, ne cachons pas que ça va être un peu impossible. Donc, évidemment, un manager inspiré, convaincu, qui a compris et qui est prêt à mettre les moyens. Donc, comme on le disait, pour aller jusqu'au bout. Mais ensuite, ce qu'on appelle, nous, manager par la valeur perçue, c'est que tout le management impulse à tous les niveaux et qu'on puisse ressentir, qu'on soit collaborateur et même client,
que le management de cette entreprise, que la façon de piloter, d'écouter est en phase avec les actions de l'entreprise. Si vous avez un management qui fouette, vous ne pouvez pas avoir un produit éthique au bout. Et ça se sent. Et ça se sent ça se sent jusque dans le service client. À un moment donné, tout ça doit être en cohérence. Donc, évidemment, il y a une grosse partie management, certainement centrale, parce que c'est quelque part la colonne vertébrale, le bras de transmission, oui, voilà, de toutes les actions. Ça va passer par ce management de confiance et d'autonomisation des collaborateurs aussi, qui doivent se sentir investis d'une mission. Et finalement, on va y aller, on sait comment faire dans mon métier, alors que ça soit aux achats, à la com, au marketing ou au design. J'ai compris quelle était la vision. On me donne les coups des franges pour y aller, évidemment certains moyens. Et donc là, il y a une partie confiance. Donc ça, on est persuadé que c'est un gros moteur de l'action. Donc effectivement, on parle de l'accompagnement en management, mais derrière, il faut se dire aussi qu'il faut que l'entreprise soit sincère et que ce ne soit pas juste voilà, une image que l'on veut donner à l'extérieur. Et donc les relations presse et publiques ont un rôle aussi important, actif, puissant même, pour accompagner ces entreprises qui veulent être dans ce vrai changement, du début à la fin de tout le maillon donc, que vous avez expliqué. Comment, du coup, les communications se mettent en route pour appuyer, étayer éventuellement cette com. Ouais. Alors là, déjà, c'est un bon rappel que vous faites. La communication via les relations presse et relations publiques, c'est à la fin. Nous, on peut estimer la sincérité de la démarche, mais il y a intérêt à ce qu'elle ait été validée en amont, c'est-à-dire que d'abord, dans tous les métiers de la communication, il y a la com interne aussi. Et si les sujets ne sont pas réels et ancrés, le premier public qui va sanctionner ça, c'est l'interne. Donc, déjà, la base, quand on a un nouveau client ou ce genre de questionnement, on nous arrive de dire à un client, bon, bien sûr, ça, en interne, c'est bon, c'est acté, il y a eu... en général, quand on communique et que ça arrive jusqu'à un CP, c'est qu'il y a eu toute une démarche vraiment interne. Donc là, quand vous avez parlé de sincérité, la sincérité, le juge, il est là. Et ça ne pourra pas tenir longtemps si en interne... Parce qu'aujourd'hui, tout est transparent. Vous regardez sur Balance Ton Agency, tout est transparent et vous avez toute cette finalement, culture de la transparence qui ne va faire que se renforcer. Donc, il y a bien intérêt à ce que... D'abord, qu'est-ce que la sincérité d'une action sur les fronts du développement durable? Elle se traduit en action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de sincérité. Donc, c'est bien d'avoir un chemin, un objectif, des étapes, etc. Mais c'est les actions qui seront vos juges de paix et qui vont nous permettre de communiquer. Donc, nous, en tout cas, moi, puisque là, on redescend à mon activité, quand on communique, c'est quelque chose de réel, de tangible, mais pas en amont. On peut très bien annoncer en amont une feuille de route avec un objectif et une année, si vous voulez, et les moyens mis en place. Mais on va communiquer surtout, voilà ce qu'on a fait. Et ça, c'est le gage unique de la sincérité. Et du coup, il y a cette transformation digitale aussi qui accompagne, parce que bon, on voit bien les entreprises, mais c'est vrai que le risque est sur le web d'être démasqué aussi, d'avoir juste une communication de façade, et réellement, si on gratte... Et donc là, il faut jouer cette sincérité, visiblement, c'est la stratégie clé qui va payer pour être vraiment reconnue comme une entreprise contributive. Alors, sincérité, humilité, et puis... admettre qu'il y a des difficultés, donc donner si on donne les enjeux de son secteur et de son entreprise, on peut aussi en creux évoquer les difficultés. C'est pas facile. Par exemple, on travaille depuis plus de 5 ans maintenant pour Fairphone, qui est une marque de smartphone hollandais. Alors, des smartphones hollandais complètement fous. Mais non, au départ, c'était des militants qui voulaient changer le sourcing de l'électronique grand public et qui se sont dit, on va démontrer que c'est possible, on va faire des téléphones. Un truc complètement fou. Ils l'ont fait. Leur but, c'est pas de vendre le plus de téléphones possible, c'est de montrer qu'on peut changer le téléphone de l'intérieur, l'usage qu'on en a. Enfin, ils ont vraiment un message pour transformer leur secteur. C'est pas juste eux. Et même au-delà de leur secteur, ils disent aussi, si nous on a réussi à déshabiller la chaîne de production d'un smartphone,
il n'y a aucune raison de produire des chips de manière non éthique. Les chips, c'est 3 ingrédients, le smartphone, c'en est 2000, donc on va quand même... Voilà, donc en fait, c'est un mouvement qu'ils ont lancé. Je reviens à la question. L'important, c'est d'annoncer les difficultés. C'est incroyablement difficile de rendre une chaîne de production de smartphones éthique. Vous avez plus de 40 métaux qui sont extraits dans des mines avec des conditions de travail effarantes. Vous avez des conditions de production de l'appareil en lui-même qui sont pas très catholiques non plus. Et puis, vous avez ensuite des usages qui sont de plus en plus intensifs en termes d'énergie, de stockage, etc. Donc tout ça, ça forme un ensemble, avec la 5G qui arrive, potentiellement exponentiel en termes d'effet rebond sur toutes les externalités. L'important, c'est de montrer à quel point c'est grand comme périmètre et par quoi vous allez commencer, et puis ce que vous allez faire ensuite, etc., etc. Et Fairphone, ils en sont à 20 métaux, avec maintenant des sourcings ouverts pour d'autres fabricants et utilisateurs en électronique grand public. Et voilà, et ça va comme ça. Donc en gros, ça passe par l'annonce, les réseaux sociaux qui vont vous critiquer, vous mettre à poil et exiger une transparence. Si vous avez annoncé à quel point c'est difficile, quelles sont vos étapes et où vous n'avez pas encore pu aller et pourquoi, mais vous n'allez pas vous faire... Enfin, je veux dire... Être sincère dans le procédure. C'est aussi sur où vous en êtes. Ouais. Aucune entreprise, mais aucune n'est parfaite. L'entreprise contributive, c'est un chemin. C'est pas un concept, coucou, il y en a 5, faites comme elle. Bah, c'est des inspirations. C'est une sorte de mosaïque de bonnes pratiques réelles qu'on a identifiées. Et on dit, si elles sont réunies et articulées, alors ça forme une entreprise contributive. Et donc, les réseaux sociaux sont une très bonne nouvelle pour les entreprises qui font bien, parce qu'elles peuvent le mettre en avant. Une moins bonne nouvelle pour les entreprises qui ne sont pas encore bien, mais c'est un incentive, pardonnez-moi l'anglicisme, mais un encouragement à plus de transparence. Et donc ça, ce sont nos métiers de communicants qui sont force de proposition sur ces sujets. Alors, vous dites que vous êtes une influenceuse, un poil indignée. Ouais, parce que je râle tout le temps. Est-ce que, du coup, indignation et influence, c'est quand même aussi un tandem? Parce que souvent, le mot indignation, c'est un peu négatif. Ouais. Est-ce que, finalement, il faut un peu ce combo pour faire émerger des choses et exprimer aussi l'état, la situation? Alors, je ne sais pas. Je peux que parler pour moi. Je connais des gens formidables, en l'occurrence, par exemple, l'un des clients de l'agence qui est Utopie, Elisabeth Laville, qui est une grande papesse du développement durable. Elle communique très bien les bonnes nouvelles. Je trouve ça fantastique, mais moi, je n'ai pas cette force de caractère. Je communique aussi sur les trucs qui m'énervent. Et en fait, c'est un mix. Heureusement, Duno nous a copieusement enlevé toutes mes râleries, parce que je crois que c'est moi qui râle beaucoup dans ce livre, parce que c'est un livre qui doit pouvoir être lu par les étudiants, donc c'est pas trop... voilà. On le rappelle, hein, on le rappelle, voilà. Non, mais oui, donc je pense que la sincérité, c'est aussi... c'est dire ce qu'on pense, mais c'est aussi penser ce qu'on dit. Donc, j'essaie quand même de tourner cette fois ma langue dans ma bouche, même si parfois ça sort un peu trop vite. Mais j'essaye aussi de mettre en avant des choses bien, parce que je pense que c'est par l'envie qu'on fait bouger les choses. Et parfois, si je m'énerve, c'est parce que c'est aussi extrêmement difficile d'être cohérent avec soi-même, avec nos convictions et nos actions, et que les choses ne vont pas assez vite. Mais ça, c'est ma faiblesse de caractère qui me laisse m'emporter de temps en temps. Mais on peut être activiste sans s'énerver, je pense. On peut être engagé sans s'énerver. Bon, il se trouve que je m'énerve un peu, c'est pas grave. Et l'éthique dans tout ça, on la place à quel moment pour aussi, contribuer à la RSE? Est-ce que l'éthique a aujourd'hui... elle est mieux intégrée, elle est mieux acceptée aussi? Est-ce que c'est disons que non, mais c'est une question intéressante, parce qu'il y a encore pas longtemps, de parler d'éthique ou de moralité en économie, ça faisait rire tout le monde. Plus trop aujourd'hui. Alors, il y a
Il y a 2 livres qui m'ont marqué. L'économie est une science morale d'Amartya Sen et l'entreprise sera politique. L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas de Pascal Demurger. En fait, je pense que l'entreprise va devoir prendre parti. L'entreprise globalement, donc quelque part son management, son organisation, sa gouvernance. Une fois qu'on a pris parti, parce que quelque part vos parties prenantes exigent que vous preniez parti. Engagé. Voilà, que vous vous engagiez. Vous êtes tous sur cette ligne à un moment donné, besoin de transparence. Oui. Pourquoi besoin de transparence? Parce que besoin de confiance. L'entreprise a besoin de retrouver la confiance de ses consommateurs. Les consommateurs ont besoin de retrouver la confiance dans l'entreprise qui lui vend des trucs. Enfin, on a un besoin criant de confiance aujourd'hui. On le voit en politique, on le voit aussi en entreprise. Donc l'éthique, où est-ce qu'elle est là-dedans? Elle est au niveau intime. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes un citoyen, vous essayez de faire le mieux possible dans votre vie, vous avez des enfants, vous essayez d'être raccord, à peu près droit, voilà. Vous rentrez dans votre entreprise, pourquoi vous mettriez tout d'un coup un chapeau de cynisme? Vous savez bien que ce que vous êtes en train de faire a des impacts. Alors, plus l'entreprise est grande, plus vos impacts sont dilués, plus vous êtes dans la chaîne, moins vous savez à quoi sert votre action du jour, et ça c'est effectivement un problème. Mais quand vous prenez un peu de hauteur, vous vous dites, est-ce que mon métier est utile? Est-ce que je suis inutile? Ça mène direct au burn-out. Est-ce que je suis nuisible? En com, quand même, de se poser cette question, moi, je trouve que c'est dur, c'est très dur. C'est pour ça que, personnellement, avec Béatrice, ma partenaire formidable et chérie, on a choisi notre camp, on n'a pas envie de se poser la question tous les matins, donc on se pose la question à la frontière, pour qui est-ce qu'on a envie de bosser? Alors avant de prendre les questions de nos étudiants, puisque Marie a collecté l'ensemble des thématiques qui préoccupent aussi nos étudiants et les questions qui reviennent, questions qui sont toujours en plus très pertinentes et intéressantes. Et donc avant de faire rentrer Marie sur le plateau, concilier le monde des affaires et les limites planétaires, est-ce que c'est en bonne voie? Est-ce que la France est plutôt une bonne ou une mauvaise élève, ou elle est en train de devenir une bonne élève? Où elle se situe? Là, vous me prenez sur le sujet politique, parce que je dis que l'entreprise était politique, alors ça y est, on m'emmène. Alors, c'est pas en super bonne voie, hein, quand même. Et puis, voilà. Alors, ça dépend comment on regarde les choses. Certains politiques et certains entrepreneurs et certaines personnalités économiques vous diront que la France, c'est tout petit, c'est 1% de l'économie mondiale, et donc des GES, etc. Et puis, quand ça les arrange, la France, 4e mondiale, sur les jeux, n'importe quoi. De toute façon, le classement était complètement pourri, c'était hallucinant que tout le monde rebondisse là-dessus, mais enfin bref. Donc la France, selon que ça nous arrange, on est les lumières et on éclaire le monde, et selon que ça nous arrange, on est un petit machin, c'est pas nous, c'est les Chinois. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, en fait, on a externalisé toutes nos crasses, quelque part. Le poids le prix à payer pour être une nation de service, c'est que toutes nos externalités polluantes sont sorties, et on a quand même aussi créé du chômage ici. Donc, c'est pas top. Donc, on a un rôle dans, finalement, rebalancer cette ambition de diplomatie climatique au sens large, de redevenir, si on a envie de devenir un phare et à nouveau la lumière éclairant le monde, peut-être qu'on peut, mais il va falloir, comme en entreprise, aligner les paroles et les actes. En même temps, les étudiants aujourd'hui se mobilisent. On va regarder rapidement une petite vidéo, puis Marie pourra faire son entrée. Une petite vidéo qui montre comment les étudiants aujourd'hui se mobilisent. Ça s'appelle un réveil écologique. Et c'est un message, je trouve, assez porteur d'espoir avec cette nouvelle génération, celle qui nous écoute aujourd'hui, qui est aussi très engagée, qui a du bon sens. Ouais. Et je trouve que ce mouvement est intéressant à découvrir. Plus qu'intéressant. C'est pour eux qu'on a écrit ce livre. C'est eux qui ont préfacé notre livre. Le courage du mouvement pour un réveil écologique et des étudiants qui ont pris position publiquement et qui exigent des entreprises des réponses, qui les publient avec transparence et qui font des analyses sectorielles ultra pointues. Moi, je leur dis merci tous les jours, ils facilitent mon boulot. Alors, on va essayer de voir cette vidéo rapidement sur le réveil écologique, et puis on fera rentrer Marie.
Et donc, elle va se faire la voix des étudiants et vous allez pouvoir échanger et porter les réponses à ces questions. Tout à fait. Bonjour et bonjour aux étudiants. Donc on a reçu énormément de questions, donc on va essayer d'en faire un maximum dans notre temps imparti. Je vais faire réponse courte alors, pardon. Ça va être dur, hein. Ça va être très dur. Alors on a une première question de Samir qui vous demande pensez-vous que la bifurcation de certaines entreprises est vraiment possible ou faut-il réinventer un monde industriel adapté ? Merci Samir. En 1 minute. Non, alors, est-ce que je pense ou est-ce que... donc j'ai envie de dire oui, je pense que la plupart des entreprises peuvent réinventer leur modèle. Il y en a pour lesquelles ça va être plus dur que d'autres, celles qui sont très carbone intensives, comme on dit, et celles qui technologiquement n'ont pas de solution miracle. Nous, on est pas du tout technosolutionniste, hein, donc on ne s'appuie pas sur la technologie va nous sauver. Il y a Bill Gates qui a dit il y a quelques jours que, je crois qu'il a même donné un pourcentage, je sais plus si c'est 54% des technologies qui vont sauver le monde n'existeront même pas, n'existent pas encore, enfin, je sais même pas comment il arrive à des trucs comme ça, mais en gros, nous on essaye de faire avec ce qu'on a, et avec ce qu'on a, la plupart des entreprises peuvent se transformer pour autant qu'elles prennent réellement l'enjeu de l'état du monde et du chemin qu'il leur reste à faire pour arriver à quelque chose de positif. Et pour certaines, c'est énorme, énorme, bien sûr. Ouais. Très bien, merci. Une question de Loïc maintenant, qui vous demande quelles sont les sanctions applicables en termes de RSE ? Il n'y en a pas. Hein. C'est en tout cas rien de dissuasif. Non, mais vous êtes une entreprise cotée, vous devez publier un rapport auditable et voilà. Et rien. Et rien ne se passe. Non. La RSE n'est pas... c'est un instrument d'auto-évaluation qui est très intéressant si vous le prenez pas comme un exercice obligatoire avec un tapis sous lequel vous allez glisser plein de trucs qui vous arrangent pas. Si vous le faites de manière avec vous faites le panorama de toutes vos externalités, alors vous saurez où il faut agir. Et si vous vous y mettez vraiment, ça vous aura servi à quelque chose. Sinon, vous aurez effectivement un magnifique rapport que personne ne lit. De toute façon, les investisseurs vous demanderont des rapports spécifiques. Les rapports extra-financiers vous demanderont des trucs spécifiques. Enfin, vous produirez des rapports à gogo, vous changerez rien chez vous. Donc non, la RSE peut être un moteur pour changer. Mais si on a une politique RSE à minima, la sanction, elle viendra du marché, elle viendra du fait que vous serez hors des attentes sociétales. Donc elle sera là, la sanction. Elle sera, si vous faites du greenwashing, dans le name and shame. Mais bon, c'est un moteur, mais ce n'est pas suffisant. Alors ça me permet de venir sur la question de Reda, qui demande est-ce que ce n'est pas l'État qui est tout aussi fautif en imposant aucune loi et aucune sanction, justement. Merci Reda. Alors on est Faut-il légiférer ? On est en plein débat loi climat résilience qui a été notée avec une note de 2,5 sur 10. Alors moi, quand mes filles qui sont ados reviennent avec un 2,5 sur 10, c'est pas arrivé depuis longtemps, mais je suis pas ravie. Je me dis qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux, qu'on n'a pas bien compris l'énoncé peut-être. Donc oui, ce serait à l'État, mais l'État est à la bourre. Même la réglementation européenne à venir est déjà en avance par rapport à cette loi climat qui n'est pas encore votée, qui est encore en préparation. Donc je ne pense pas que les entreprises doivent attendre. Elles peuvent écouter les signaux lancés par la Convention citoyenne qui, elle, a fait l'effort de se renseigner, d'être formé, et on voit bien qu'un citoyen lambda, et c'est pas péjoratif, mais ça veut dire n'importe quel citoyen qui se colle vraiment dans ces sujets, prend des décisions potentiellement impactantes pour lui-même, mais beaucoup plus radicales, parce que ça c'est un mot que certains aiment bien balancer à la figure, vous êtes des radicaux, non, mais beaucoup plus, qui vont beaucoup plus loin que ce qui a été dessiné dans ce projet de loi climat. Et c'est dommage parce que là, pour le coup, on parlait de diplomatie climat. L'initiative de cette convention citoyenne, même s'ils n'ont aucun mandat législatif, on sait bien, aucune légitimité, etc., n'empêche que c'était quand même un appel pour faire quelque chose d'inédit,
avec finalement des projecteurs qui se sont posés sur cette tentative de démocratie citoyenne imparfaite, mais intéressante, et on a un petit peu raté le coche. Donc bon, j'ai bon espoir que ça soit peut-être réutilisé, que ça soit que le début, etc. Mais en attendant, la question est, est-ce qu'on attend l'État? Non, on n'attend pas l'État. L'entreprise, finalement, elle n'a pas de mandat politique comme l'élu, qui va avoir du mal à se faire élire avec un projet un petit peu trop complexe, différent, nouveau. Mais l'entreprise, elle voit sa survie, elle voit son marché, elle voit ses collaborateurs qui ont certaines appétences et ses clients aussi, et c'est à ça qu'elle doit répondre quelque part, la société en général. Et alors Fantin, justement, qui soulignait que la France émet 1,2% du CO2 mondial et qui se demandait si la priorité se situait vraiment au niveau des entreprises. Oui, c'est le cas. Absolument. Ouais. Alors, rappelons à Fantin, bonjour, que si on n'émet que 1,2% du CO2 mondial, c'est parce qu'on a externalisé toutes nos entreprises. On a bien vu, enfin toutes nos industries, pardon, et beaucoup de nos productions. On a bien vu avec la crise de la Covid, l'arrêt des containers qui partaient de Chine, le petit blocage dans le canal de Suez, que on avait des petits problèmes d'approvisionnement. On a bien vu qu'il y avait plus que les vaccins étaient produits ailleurs, les médicaments. Donc 1,2 sans les émissions importées. Ramenons les émissions importées. Je vous invite à regarder les travaux du Shift Project qui font ça très bien. Il y a des chiffres qui sont colportés par les politiques aussi pour rassurer et provoquer l'apathie. Ça, c'en est un. Donc c'est faux. C'est pas vraiment 1,2% en fait. Ah bien sûr que non. Oui. Bien sûr que non. Et puis on est quand même un État riche. Si nous, on n'est pas capable de montrer qu'on peut décarboner notre économie, effectivement, on peut toujours demander à ceux qui travaillent pour nous de le faire. Et c'est aussi, mais ce serait accepter que les produits qu'ils vont nous proposer seront plus chers. Donc en gros, puisqu'on a demandé à certains pays moins 10 ans en matière écologique et sociétale de produire pour nous, on a évidemment pressé les prix un maximum. Et je reviens au t-shirt à 2 €. Vous doutez vraiment des conditions dans lesquelles ça a été produit. Donc, quelque part, on a externalisé toutes nos crasses. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce magnifique chiffre de 1,2% des émissions de GES. Alors, Selena demande quel argument pourrait convaincre les GAFA d'investir dans un modèle éthique, sachant qu'ils ont largement les moyens de le faire? Ouais. Alors, les GAFA essayent de nous vendre, par exemple, en ce moment, qu'ils sont complètement neutres climat. Ils sont tellement riches qu'ils ont des tas de fondations. Mais les GAFA n'ont pas pour modèle d'affaires de rendre la société meilleure. Ils ont comme modèle d'affaires de faire des sous, voilà, avec notre temps de cerveau disponible. Comme disait un publicitaire connu, ou c'était plutôt le patron de Canal à l'époque. Mais en gros, je ne sais pas si on peut attendre ça des GAFA. Leur modèle est tellement tentaculaire, c'est un modèle de transformation de société que ça viendra peut-être d'à côté. Là, ils sont en pleine bataille contre des efforts de fiscalité que l'Europe essaye de leur imposer. On voit bien que quand on a des puissances supérieures à celles des États, on est dans un rapport de force un petit peu complexe. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de réponses à attendre de ce côté-là. Très bien. Alors, on va prendre 3 dernières questions. Voilà, je suis désolée pour ceux qui n'auront pas de réponse à leurs questions. Donc, Pierre, qui se demandait, qui constate la multiplication de labels, comme par exemple CDP Sustainalytics, et qui se demande si c'est devenu un business en soi. Alors, les labels sont effectivement un business. Alors, dans la mesure où pour se faire labelliser, certifier, etc., il faut passer devant... il faut remplir des dossiers et il y a forcément un organisme certificateur, que ce soit un Écossaire ou un AFNOR ou un ce que vous voulez. Et donc, effectivement, un label, c'est une somme de meilleures pratiques.
approuvé par quelqu'un, en général un organisme privé. Néanmoins, on a certainement besoin de labels pour faire un peu le tri dans le déclaratif. Donc c'est très bien qu'il y ait des labels, par exemple, sectoriels, etc. Mais à nous, consommateurs, de faire le tri entre un label, par exemple un autolabel, un label tout à fait... Enfin, c'est joli, vous avez un macaron, mais derrière, élu produit de l'année, par exemple, c'est le label qui fait le plus vendre, mais ça ne veut rien dire, c'est un label de publicitaire, voilà. Après, vous avez l'ADEME a produit un guide des labels sur qu'est-ce qu'un... Alors, il y a des labels européens, des labels bio, des labels par secteur, par filière, par produit, qui permettent de se repérer un petit peu. Mais effectivement, il y a un foisonnement de labels qui montre bien qu'il y a une demande de transparence de la part des consommateurs. Mais donc, est-ce que le label est un business? Bah oui, il y a un organisme derrière qui va vous donner... même pour l'agriculture bio, il faut passer devant... Enfin, il faut remplir des dossiers et ça a un coût. Donc vous vous rendez compte, celui qui veut faire mieux et qui veut se faire labelliser paye encore. Donc oui, c'est une initiative privée, mais oui, on a besoin de certains labels pour s'y retrouver un petit peu aujourd'hui. Merci pour Pierre. Alors, Fatou vous demande, est-ce que l'entreprise collaborative peut réparer le mal causé par les entreprises capitalistes? Alors, il y a plusieurs sortes de modèles. D'abord, capitaliste, on est dans un monde capitaliste, donc je vais distinguer le capitalisme et l'ultralibéralisme, qui est finalement le fait de spéculer et d'être à la recherche d'un profit encore plus grand, parce que le capitalisme peut être aussi la mise en commun d'instruments, de machines, etc. Donc quelque part, on est dans un monde capitaliste. En revanche, est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à l'ultralibéralisme tel qu'il est aujourd'hui? Ça, je suis pas sûre. Est-ce qu'une autre forme d'entreprise peut réparer? Alors, l'entreprise contributive, ça peut comprendre toute forme d'entreprise, les SA, les SAS, les cotés, les pas cotés, les bicorp, les pas bicorp, les SCOP, les SIC, peu importe le format, pourvu qu'il y ait cette conscience et ce changement de modèle d'affaires. Ensuite, là, si la question est bien l'entreprise collaborative, est-ce qu'on veut dire une entreprise dont la gouvernance est collaborative? Est-ce que la question de Fatou, c'est ça, est en train d'être, est-ce que c'est finalement une entreprise dont le pouvoir et les fruits des bénéfices sont partagés? Est-ce que c'est ça le sens de la question? Auquel cas, ça c'est un très bon début pour déjà limiter cet ultra-libéralisme et ce jeu de spéculation sur les biens, les matières et l'argent. Mais quelle que soit la forme de l'entreprise, l'important c'est qu'est-ce qu'elle fait, en quoi elle est utile et en quoi elle peut éventuellement, effectivement, réparer d'un point de vue biodiversité, puits de carbone ou humain. On a quand même aussi bien abîmé l'humain. Ça, c'est sûr. Et alors, dernière question de Pauline qui vous demande comment concilier entreprise responsable et innovation? Ah, mais au contraire! Merci! Quelle magnifique dernière question, Pauline! Alors, c'est simple. Quand on nous demande ah là là, mais tout ce que vous proposez, c'est des coûts, et c'est quoi le ROI, et machin, et bidule. Nous, on pense que essayer de se mettre déjà dans cette démarche, c'est prendre de la hauteur, c'est regarder où on va, c'est anticiper, voir que les réglementations arrivent, la société change, donc c'est prendre énormément d'avance déjà par rapport à ses concurrents. C'est se remettre en question dans ses processus, ses manières de faire, que ce soit managérial ou d'un point de vue modèle d'affaires, donc les produits en eux-mêmes. Et donc, si ça, c'est pas de l'innovation, je ne sais pas ce que c'est que l'innovation. Pour moi, l'innovation, elle n'est pas technologique forcément. Elle est aussi sur la manière de faire. Il y a la matière et il y a la manière. Il y a un de mes magnifiques clients, Cyr Duré, Greenfield, qui dit ça, la manière de faire est aussi importante que le produit, parce que quelque part, c'est parce qu'on change la manière, donc depuis l'éco-conception, le design et le sourcing, qu'on va changer le produit. Donc vraiment, ce qu'on a en main à la fin ou le service. Donc c'est par essence de l'innovation. Donc au contraire, se remettre en question comme ça, c'est de l'innovation. Merci beaucoup pour tous nos étudiants. Merci Pauline pour cette question.
Merci. On a que des super questions. Ouais, on a bravo. des super étudiants, donc tout va bien. Il faut le souligner. Voilà, c'est vrai. Absolument. Donc, merci infiniment pour ce partage d'informations et puis voilà, cette éco-conception des choses, cet engagement aussi que vous avez. Et puis, on sait que les étudiants aussi sont très mobilisés. Cette jeunesse aujourd'hui est très captive sur ces informations et a à cœur aussi voilà, de contribuer à sa façon. On a vu des exemples. Donc, du coup, demain, on va se retrouver de nouveau pour notre masterclass avec deux anciens de Sub de Pub, donc qui vont nous présenter des campagnes qui les ont marquées et des campagnes dans lesquelles eux-mêmes ont été très largement impliqués et que vous connaissez forcément. Nous recevrons également des anciens étudiants qui ont été incubés, qui s'appellent Mon Super Voisin, et c'est vraiment la start-up qui monte, et ils vous expliqueront leur modèle et comment ils ont levé des fonds très récemment, et des fonds très importants. Et puis l'après-midi, nous aurons un rendez-vous tout à fait passionnant également, puisque nous recevrons, et c'est Anne-Françoise Tasser qui guidera cet entretien, la première femme commissaire de France, qui est un personnage absolument incroyable, et qui va, voilà, très probablement nous tenir en haleine tout l'après-midi. Voilà, c'est... Quelle chance. Oui, on a beaucoup de chance. En tout cas, merci pour votre attention. On vous retrouve demain. Bon pied, bon oeil, et puis passez une excellente soirée. Merci.